Me voici faisant mes premiers pas à la fin des années 30 dans la cité 16 des mines de Lens. Une période heureuse, selon ce que nous racontaient nos parents. Le début de la décennie avait pourtant été particulièrement dur pour la vie et le travail dans les mines. Le chômage régnait, les brimades et amendes pleuvaient pour augmenter le rendement. On peut lire à ce sujet la biographie d'Augustin Viseux, qui fut mineur à la fosse 16. Puis vint la victoire du Front populaire en 1936, la grande grève des mineurs et l'obtention des 40 heures et des congés payés. L'année suivante, mes oncles et tantes achètent leur premier vélo, découvrent les plaisirs de la plage ou visitent l'exposition universelle de Paris. Les salaires restaient cependant modestes, l'équivalent de 750 € par mois, de somme imposable pour mon père en 1936. C'est malheureusement aussi l'époque du décès accidentel de notre oncle Paul, syndicaliste qui avait participé activement aux conquêtes sociales. Son épouse étant chassée de son logement de la compagnie, mon père et ses frères l'aident à se construire une petite maison à Calonne. Son portrait ornera ma chambre pendant toute mon enfance. Été 1939, une autre vue heureuse avec ma sœur, mes oncles et tantes, nous régalant de fruits dans le verger d'un cousin. Quelques semaines plus tard, c'est le 3 septembre et la déclaration de guerre. Notre père a prévu la cave comme refuge en cas de bombardement, mais pour plus de sûreté, il installe des piliers de bois pour la renforcer. Le local prend une bonne odeur de résine, mais il nous faut maintenant nous faufiler entre les troncs pour accéder aux tas de charbon ou aux garde-manger. Nos parents collent des rubans de papier sur les vitres des fenêtres qu'ils garnissent aussi de rideaux opaques. Notre grand-père craint, lui, de rester enfermé dans sa cave en cas d'obturation de l'escalier par bombardement. Vivant dans un coron, il creuse une communication entre sa cave et celle du voisin. La vraie guerre commence pour nous le 12 mai 1940. Grenay, où habitent 2 de nos oncles, a été bombardé. Une semaine plus tard, les amants approchent. Nos parents pensent que le salut réside dans une fuite vers l'ouest, comme en 1914. C'est donc la direction que nous prenons en passant par Grenay, mais nos oncles, qui sont au fond de la mine, ne pourront nous accompagner. Mais voilà que me prend une envie d'uriner. Ma tante me présente un pot de chambre à l'aspect inoffensif. Je m'apprête à l'utiliser quand je découvre au fond du récipient un œil d'émail qui m'observe fixement. Malgré la gravité du moment, mes tantes n'ont pas perdu le goût de la farce et j'en oublie mon envie. Nous reprenons la route au milieu d'autres fuyards. Après une nuit dans la paille en compagnie de quelques souris, nous tombons sur une patrouille allemande qui nous fait faire demi-tour. Nous retrouverons heureusement notre maison intacte. Un autre de mes oncles, Octave, le mineur berger, est resté tranquillement chez lui dans la cité 16 de Lens. C'est là qu'il apprend que le populaire abbé Carton a convoqué ses paroissiens restés sur place. Celui-ci craint en effet les pillages allemands et a décidé de procéder à une distribution de vin de messe. Une mesure approuvée par Octave qui ne revient bien sûr pas les mains vides. Encore un que chez Boss chineront pas, devint son toast préféré à chaque fois qu'il s'envoyait une rasade de vin de messe. Marie, notre dernière arrière-grand-mère, a été très traumatisée par l'exode et décède peu après. Faute de corbillard disparu dans la tourmente, c'est dans la charrette de la boulangère qu'elle fait son dernier voyage vers le cimetière de son village. Peu de temps après, notre père fait le trajet Liévin à Laon à vélo pour apporter un peu de nourriture à Ernest, notre oncle, prisonnier des Allemands. En tant que mineur, celui-ci retrouvera quelques mois plus tard sa famille et sa fosse. On dit que l'hiver fut long et froid cette année-là, mais de toute façon, ils le furent tous dans mon souvenir. Dans les mois qui suivent, je commence à faire partie de la bande des enfants de la Cité 16. Roudy, un jeune voisin, m'emmène pour un nouveau jeu qui a lieu le long de la voie ferrée. Il consiste à attendre l'arrivée d'un train venant de Lens et y repérer d'éventuels soldats allemands. On crie alors « Brout, brout !» en courant avec le train. Avec un peu de chance, on peut parfois gagner un crouton de pain noir, franchement pas appétissant. Côté nourriture, nous ne souffrirons jamais de faim chez nous, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants de la cité.
Certains vont glaner dans les champs, piéger ou chasser les oiseaux à la fronde. Mais attention aux gardes des mines, à une époque aux méthodes de rééducation assez frustes. Dès le début de l'occupation, les adultes commencent à se plaindre du manque de toutes sortes de choses. On ne trouve plus de vrai savon, celui que l'on vend ne mousse pas et ne lave pas, ce qui est bien gênant pour les mineurs. Le beurre devient introuvable et notre père fait parfois des dizaines de kilomètres à vélo pour en ramener un petit morceau. Le sucre commence aussi à manquer. Avec ses frères, notre père fabrique une presse à extraire le sucre de betterave. Le résultat est décevant, un jus noir et malodorant qui n'obtient aucun succès. D'autres bricoleurs inventent une pince à sucre pour en faire 2 ou même 4 morceaux à partir d'un seul. Les coupures de courant se multiplient et il est vital de prévoir une bonne réserve de bougies. Les Allemands ont d'autre part instauré un couvre-feu qui interdit toute visite un peu tardive dans la famille. Pour les mineurs, les conditions de travail se sont encore aggravées et des mouvements de grève se produisent au printemps 1941. Au début juin, la grande grève démarre à Montigny-en-Gohelle et s'étend rapidement à tout le bassin minier. Par crainte d'arrestation et déportation de leurs maris, ce sont les femmes des mineurs qui occupent les fosses. La répression est féroce, avec plus de 200 mineurs déportés, dont la moitié qui ne reviendra pas. Une répression à laquelle le préfet Bussière contribua avec un zèle redoutable. Notre père aimait cependant raconter un épisode tragicomique de l'arrivée des soldats allemands à la fosse 16. Prévenus à temps, les femmes s'étaient sauvées à travers la cité. Notre potager comportant un poteau électrique, c'est là qu'elles avaient franchi la barrière de la rue, en piétinant les semis, ce que notre père n'avait bien sûr pas apprécié. Début 1942, je suis à l'école maternelle. L'hiver est très froid et il y a une magnifique glissade dans la rue Bizet. C'est à cause d'elle que mon copain Rudy et moi faisons notre première école buissonnière. J'échapperai à la correction pour cause de naissance imminente de mon frère, mais ce n'est pas le cas de Rudy. Le long de cette rue, c'est la pâture du 16, où mon oncle Octave amène parfois son troupeau. Avec quelques copains, je vais admirer le travail de ses chiens et visiter sa roulotte de berger. Avant la guerre, les adultes ne parlent sans arrêt que de cette époque bénie. À les entendre, tout était meilleur, plus beau et plus solide avant la guerre. Une époque où on ne manquait pas d'allumettes, où l'on n'était pas obligé de fumer une sorte de sciure de bois ou du tabac de mégot embroché avec la canne adéquate. Pour compenser le manque de café, on augmente la quantité de chicorée dans la cafetière. Mais voilà qu'un jour, nous recevons un colis contenant un peu de café vert. Notre mère le torréfie avec un petit ustensile à manivelle trouvé au bazar de la Plaine. La réserve de café épuisée, elle le remplace par de l'orge. Le colis contient aussi des cacahuètes que nous goûtons avec prudence. Il faut ravauder les vêtements devenus introuvables et ménager les chaussures. Les jeunes tantes se plaignent de ne plus trouver de rouge à lèvres et leurs bas, à force d'être remaillés, sont devenus inutilisables. Mais il reste une solution, se badigeonner les jambes au jus de chicorée et tracer des fausses coutures pour imiter celles des bas de l'époque. En espérant qu'il ne pleuve pas. Mais à quoi bon faire les coquettes à une époque où même les bals sont interdits? La plupart des femmes de mineurs se sont mises au tricot, qu'elles actionnent en papotant dans les réunions de famille, sans quand même en revenir au rouet et à la quenouille, comme le prône la presse pétainiste de l'époque. Faute de carburant, on met au point des véhicules fonctionnant au bois ou à l'électricité. Le pont Césarine, c'est un nom qui revient souvent cette année-là dans la conversation des adultes. J'apprendrai bien plus tard qu'il y a eu un attentat dirigé par le résistant Debarge à Lens sur ce pont. Vers la fin de l'année se produit à nouveau une grève et des déportations de mineurs dans notre cité. 1943, on dit que l'hiver 42-43 fut le plus dur de la guerre. Le soir, on réchauffe les draps avec un fer à repasser ou une brique passée au four. Il faut faire la chasse aux poux et on parle de la gale dans notre cité. De temps en temps, l'un d'entre nous arrive avec un chou, c'est-à-dire avec le crâne rasé pour raisons sanitaires. Nos parents parlent à nouveau à mi-voix de quelque chose de grave qui s'est passé dans la cité sur la voie ferrée.
Là aussi, j'apprendrai bien plus tard qu'il s'agissait du sabotage d'un train organisé par le résistant Alexandre Bove. Pour étouffer les menus, notre père tente sans grand succès de nouvelles cultures peu exigeantes, comme celle du rutabaga ou du topinambour. Des voisins fumeurs tenteront aussi de préparer nos feuilles de topinambour à la manière du tabac. Les ravages des insectes dans les cultures sont devenus de plus en plus graves. On demande aux enfants de ramasser les dorifores qui s'attaquent aux pommes de terre. Il faut chasser aussi les hannetons, qui deviennent un peu les souffres-douleurs des enfants des écoles. On leur fait prendre un bain dans l'encre violette, ou on les fait voler au bout d'un fil. C'est, je crois, à la fin de l'année que je rentre à l'école primaire des garçons. Une école privée comme toutes les écoles des cités des mines de Lens. C'est à la Saint-Nicolas, je crois, que l'on nous donne à chacun une orange, un fruit que nous n'avons, pour la plupart, jamais vu. On a droit aussi à une distribution de biscuits vitaminés à l'aspect tentant, mais au goût un peu décevant. La guerre devient de plus en plus présente, et certains soirs notre père nous montre des lueurs visibles à l'horizon au-dessus de Vimy. On bombarde Arras, nous explique-t-il. Au printemps 1944, on parle de plus en plus de bombardements à Arras, mais aussi à Lens et à Avion. Nous ramassons les petites bandelettes d'aluminium que les bombardiers larguent pour brouiller les radars allemands. On peut trouver aussi des tracts, mais plus rarement, ce qui vous vaut l'admiration des copains. Les adultes deviennent de plus en plus inquiets, et nous apprenons un jour que l'école a fermé ses portes. L'un de nos maîtres va cependant continuer à faire la classe dans son propre logement pour quelques volontaires. Mais l'été arrive avec ce terrible mois d'août. Je me souviens de ce bel après-midi et de son ciel rempli d'avions. Des bombardiers qui se dirigent lentement vers Lens dans un ronronnement impressionnant. Ils sont disparus à l'horizon, mais on voit maintenant des petites lumières oranges qui tombent lentement vers le sol. « Ils bombardent encore la gare !» nous crie un voisin. C'est le lendemain, je crois, que nous partons rendre visite à notre oncle Porion à la fosse Neuve de Lens. Arrivés un peu plus loin que cette fosse, actuellement le Louvre-Lens, nous voyons les premières ruines. Je me souviens de tas de débris, de maisons détruites et de l'odeur de plâtre. Des pancartes indiquant des bombes non éclatées. Je me souviens aussi d'un groupe de sauveteurs dégageant une main toute blanche au milieu des gravats. C'est ensuite une période de couvre-feu où il nous est interdit de sortir, et c'est enfin la libération dans les tout premiers jours de septembre. Une colonne britannique motorisée traversant Liévin avec des militaires au visage sales et fatigués. Et puis, dans une rue adjacente, une traction avant FFI avec un résistant allongé sur une des ailes. Il arbore un brassard tricolore que mon copain Rudy et moi trouvons particulièrement chic, et nous réussirons à convaincre ma mère de nous en confectionner un pour aller chercher le lait.